Bon, c'est le matin, je suis en Espagne, je la vois encore enrouée. Par la nuit, je vais faire ça va peut-être être un peu long, mais je vais essayer de donner beaucoup de détails. Je vais commencer par dire que moi, j'y crois pas trop au pétage de plomb collectif, à la folie collective qui s'abattrait subitement sur une partie du personnel politique, qui est un personnel qui est composé de carriéristes, de gens particulièrement rationnels, même si on peut être contre ce qui leur slogan. En général, on a affaire à des gens qui sont quand même dans leur vie organisée, ils ont des appartements, des enfants, ils perdent pas le nord. Voilà, c'est pas. Sinon, vous êtes éliminé avant. Quand vous vous retrouvez à donner des interviews dans un journal télévisé en tant que leader politique, je ne parle pas en tant qu'invité exceptionnel, occasionnel, hein, mais en tant qu'invité politique, ça fait longtemps que vous êtes organisé, que vous avez des fichiers Word. Voilà. En général, avant d'avoir des QI monstrueusement élevés où il n'y a pas de quoi, sinon la plupart des gens ne sont pas du tout inventifs, ils ressortent des poncifs, des trucs de la boîte politique du parti, d'idéologie, des groupes, des universités d'été, des sociétés, cela, enfin des réunions qu'ils ont eues. On observe depuis que l'islam prend du pouvoir en Europe, avec sa dawa. La dawa et le djihad, c'est pareil, sauf que la dawa passe par un mode opératoire plus verbal, plus moral, c'est la pression par les mots, et le djihad, c'est par l'épée, c'est avec des doubles. Voilà. Ce qu'on observe, c'est qu'on a un mouvement islamo-gauchiste qui, au départ, était assez banal et prévisible. On l'avait vu en Iran, on l'a vu un peu dans divers endroits du monde, qui est nous, on n'a rien à perdre, les bourgeois, on s'en fout de les tuer, parce qu'il faudra passer par là pour renverser le capitalisme. Et puis, après tout, le djihad, ça nous arrange bien parce que ça donne de la tonicité, ça rend tonique la révolution prolétarienne. En gros, le fondement du mouvement islamo-gauchiste, c'est ça. C'est rien d'autre que l'idée qu'en s'alliant avec le djihad, on renverse le libéralisme qui est perçu comme plus grave que tout. Chez les gauchistes, voilà, il n'y a pas pire que le libéralisme. Alors, ce mouvement très très proche du nazisme par essence, n'est pas pathologique parce qu'il est rationnel, même s'il est complètement dangereux, il reste rationnel, c'est plus ou moins une mise en action du marxisme, sauf que le pas est très vite franchi, on est très proche de la frontière, hein, c'est comme un village frontalier où vous pouvez aller acheter vos clopes dans le pays d'à côté en faisant 10 km. Le pas est très vite franchi pour tomber dans le nazisme, c'est-à-dire pour requalifier les bourgeois en juifs, etc. Et puis là, on tombe dans la pathologie. Donc vous avez mais cette pathologie, elle va juste concerner l'allégeance au nazisme et à ses dérivés. Voilà. C'est-à-dire que vous avez la forme pathologique du marxisme qui est le nazisme, et sinon vous restez dans le marxisme et dans l'islamo-gauchisme, dans le gauchisme sans islam, éventuellement. Bon, ça, c'est pas quelque chose qu'on observe aujourd'hui, puisque l'islam est un peu partout, mais qui pourrait se faire, en particulier le refus de travailler et de construire une théorie. Par exemple, ils expliquent comment renverser le libéralisme, mais ils n'expliquent pas ce qu'on fait après. Les gens adeptes du gauchisme, ils disent c'est pas grave, on verra plus tard. L'important c'est de renverser le libéralisme, parce que de toute façon, comme on ne pourra rien faire tant qu'on n'aura pas renversé le libéralisme, c'est pas la peine d'écrire des livres sur ce qu'on ferait une fois au pouvoir. Donc ça, c'est leur grand manque, mais connu, mais terrible. Il y a des gens qui expliquent qu'on va d'abord détruire, et puis on va d'abord détruire, et puis on va d'abord détruire parce que c'est déjà très, très préoccupant et ça mobilise toutes les énergies. Donc on va détruire, et puis après, ils disent on verra. Voilà. Quand on n'aura plus de PQ, quand on n'aura plus mangé, quand tout le monde va mourir de faim, de soif, parce qu'ils auront mis une entreprise pour détruire le libéralisme qui sera irrécupérable, ils disent on verra. Bon, voilà. D'où il ne faut pas être gauchiste, mais tout ceci est très classique. Et relève beaucoup du caprice sans papa, hein. Le gauchisme naît dans la crise d'adolescence, d'une certaine manière. Maintenant, ce qu'on observe aujourd'hui, et c'est là où je veux en venir, c'est que ça correspond. Il n'y a pas d'explication dans ce qui précède qui fait qu'on trouve des propos, des slogans, entre guillemets, des folies à la fois irrationnelles, mais surtout inattendu de la part de quelqu'un qui n'est pas psychiatriquement complètement ravagé. On observe il y a une hypothèse qui permet de se passer de l'idée du ravage psychiatrique chez les leaders islamo-gauchistes, qui est le troll. Il troll. Mais pourquoi trollerait-il? Ça, c'est la question. Qui troll, c'est évident.
je vais mettre des vidéos accompagnant ce discours. On voit, le troll est évident. Par contre, pourquoi troller? Et c'est là où, moi, ça fait 5 ans que j'enquête sur la mafia islamique, sur la mafia islam, je préfère encore le dire comme ça. Le pari qui me paraît le plus gagnant, enfin la conjecture qui me paraît la plus crédible, c'est la prise d'otage. Je m'explique. J'ai observé par exemple, et c'est pas les seuls, j'ai observé des dizaines, mais enfin au moins une dizaine, pas des dizaines, pas plus que 20, mais plus que 10, et puis j'ai vraiment vu c'est canonique, ça se passe toujours de la même manière. Le couple Garrido, il a été pris en otage par l'islam de manière absolument claire, nette et précise. Ils ont donné trop. Ils ont échangé trop de téléphones avec l'islam, trop d'adresses, voilà, ils sont captifs. Donc il a disparu. Il a organisé sa disparition de la circulation, donnant une interview délirante de temps à autre. Mais je crois qu'en plus, la direction de la LFI les a plus ou moins un petit peu écartés. Le couple Garrido, l'avantage c'est que, on le sait, c'est célèbre, leur fille a été kidnappée par l'islam. Donc, la dépendance est quand même, comment dire, connue, il n'y a même pas besoin d'une enquête de police. Le couple Garrido se fait dicter ce qu'il raconte par la mafia islam, sans précaution, voilà, tu vas dire ça, et voilà, de toute façon ta fille nous appartient, donc attention. Donc l'affaire, moi j'ai connu énormément de cas individuels qui se sont fait capturer, qui ont annoncé donc sous la contrainte leur conversion à l'islam. Donc en investiguant, on retrouve aussi, sans être flic, c'est-à-dire uniquement en regardant les parcours, la capture et le fait que, pistolet sur la tempe, la personne est obligée d'annoncer sa conversion à l'islam, sinon elle est égorgée, et puis où ses enfants sont égorgés, enfin, tous les moyens de pression de type mafieux classique qu'on imagine. Donc ça a été le cas d'un de nos camarades, Azakian, qui avait brûlé un Coran, qui a été retrouvé, qui a annoncé bruyamment sa conversion à l'islam. Ça a été le cas du numéro 2 d'un parti hollandais qui a été retrouvé par la mafia islam, qui a été contraint et forcé d'annoncer bruyamment sa conversion. Du coup, le numéro 1 du parti l'a éjecté en disant je n'y comprends rien, il était en train d'écrire un livre pour dénoncer le Coran. Et il avait lu un Coran. Qui se convertissent à un truc, oui, bah évidemment, non, mais c'est pas une nuit, c'est bon, tu vas faire ceci, cela, c'est l'ombre le vif des enfants, tu le fais, puis c'est tout. On a un député du RN qui a été contraint d'annoncer sa conversion. Idem, c'est très facile sans être flic de voir qu'il a été capturé et réduit en esclavage. On a aussi un politique français qui s'est un peu passé inaperçu, qui a été capturé, mais apparemment la mafia islamique ou éventuellement les alliances politiques, les alliances personnelles dans le cadre de son activité politique qu'avait ce député, ont fait qu'il a obéi que moyennement. Il a fait un chantage au suicide et de tout révéler, et il s'est enfermé chez lui, il a dit qu'il allait se suicider, etc. Et du coup la mafia islam a reculé d'un pas. C'est-à-dire qu'elle a dit, oh attention, lui, s'il n'est pas fiable, il va nous balancer, et s'il nous balance, il a suffisamment de compréhension de cette captivité pour qu'on libère plus que ce qu'on y gagne. Alors du coup, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Lagarde, Christophe Lagarde. Donc lui, du coup, la police a pris le relais et il n'a pas annoncé sa conversion à l'islam. Au moment où ils allaient le faire, ils allaient le forcer à le faire, il a, comme je le dis, il a pris plein d'armes avec lui, voilà, enfin bref. Et on a beaucoup d'autres cas, on a quelques Américains, mais aussi des scientifiques, parfois du CNRS, etc. Et le problème, c'est que il y a un moment, on ne sait pas, c'est-à-dire qu'il faudrait une enquête de police. On a toutes les indications statistiques qui permettent de prendre cette hypothèse quand même au sérieux, plus qu'au sérieux, en fait, ça se voit, statistiquement, ça se voit, il y a des députés européens, il y a des trucs qui étaient... mais on ne sait pas, comment dire, matériellement, officiellement, c'est pas établi. Par exemple, les juges et les relax incompréhensibles, quand je dis incompréhensible, pas au sens moral, au sens... voilà, on voit qu'il y a eu corruption, on voit qu'il y a eu un problème, les flics, etc. Les réseaux de viol de fillettes, qui normalement, les coupables doivent prendre 20 ans, ils se retrouvent en liberté, puis disparaissent, puis l'affaire, il n'y en a même pas, ça va même pas au tribunal, dans différents pays d'Europe aussi. Maintenant, je pense qu'il n'en va de même des leaders politiques qui expliquent leurs déclarations folles. Donc les gens, et là, je pense qu'il y a un manque. C'est-à-dire que les réactions face à ces folies, c'est de dénoncer la folie, mais d'une certaine manière, ça la réhabilite. Un peu forcément. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que, en disant que c'est une folie en critiquant les auteurs,
au fond, on valide l'idée que la nature humaine et l'organisme et le cerveau de ces gens-là pourraient aller jusqu'à ce type de délire. Et ça valide les délires. Attention, ça peut les valider. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ah bah après tout, si un leader politique a eu l'idée de l'émettre, ce délire, c'est qu'au fond, il était émettable. C'est pareil une tautologie. Alors, non, ce sont des délires qui leur sont commandés le pistolet sur la tempe par l'islam, et ça va beaucoup plus loin que ce qu'il est possible d'émettre de soi-même. Même si on sombre dans l'outrance, l'excentricité, la folie. Et puis, ça s'entend dans la structure du discours, dans le côté pas préparé, enfin, pas où la personne, on voit qu'elle cherche pas à être crédible du tout, elle cherche à troller et que ça se voit. Alors maintenant, pourquoi elle veut que ça se voit? Et c'est là où je pense que c'est comme vous avez quelqu'un qui a été kidnappé, qui vous téléphone, et puis par des petites, vous ne le savez pas, et par des petites, ces kidnappeurs le forcent, le pistolet sur la tempe à vous dire des trucs, et par des petits clins d'œil, des petits sous-entendus, ou ne serait-ce que par la façon dont il va émettre le message, il essaye de vous faire savoir. Voilà. Il essaye, mais il ne faut pas que ses ravisseurs s'en rendent compte, et donc il est obligé d'être discret. Et je pense qu'on assiste plus à ça, qu'il y a des gens qui seraient devenus complètement fous. D'accord. Voilà. Je voudrais vraiment insister sur cette hypothèse à prendre au sérieux. D'une part, parce que j'en suis sûr. Alors, je ne suis pas sûr nominativement. Par exemple, les discours de Garrido que je mets et le discours de la chercheuse au CNRS que je mets ne sont pas. Je ne suis pas à 100% sûr pour eux. Je sais qu'il y a un mouvement qui provoque ça, et je constate qu'elles font. Elle confirme, comme on dit en science, confirmer, ça veut pas dire prouver que c'est vrai, ça veut dire ne pas être un contre-exemple. Donc, leur cas vient confirmer en ce sens-là le sérieux de l'hypothèse. Moi, j'ai fait un test, hein, j'ai mis le discours de Garrido en ligne, il a buzzé, et donc il a buzzé sur mon compte, un petit buzz. Donc il a provoqué plusieurs dizaines, même je crois que ça dépasse 100 commentaires, tous défavorables, que ce soit à gauche, à droite, au centre, tout ce que vous voulez, y compris même de musulmans modérés. Tout le monde a été défavorable à ce qu'a dit Garrido dans ce discours. Pourquoi? Parce que ça ne tient pas. Et si ça ne tient pas, ça ne tient pas non plus pour des adeptes sincères de l'islamo-gauchisme. À un moment donné, le troll, tout le monde s'en désolidarise. Faute de pouvoir dire c'est un troll. Voilà. Même si au fond les gens pensent que c'est un troll, les conditions font qu'ils se disent bon, je ne vais pas dire que c'est un troll vu que c'est sur un grand média enregistré et tout, mais bon, voilà, on se désolidarise, on ne pense pas ça, même quand on est islamo-gauchiste. Idem pour la chercheuse au CNRS qui explique que les racailles islamiques de cité tuent des fillettes par 600 nuits. Donc pour tromper l'ennui, on se mettrait à exterminer les gens tranquillement. Voilà. Bien sûr, on pourrait apporter des nuances, reformuler un truc islamo-gauchiste qui serait structuré, mais pourquoi le fait-elle de façon aussi trollique comme une sorte de barbe d'honneur, comme une sorte de doigt d'honneur, genre, regardez, je vous fais un clin d'œil, je dis volontairement une connerie pour que vous vous rendiez compte que les deux sont pipés, mais je ne peux pas vous le dire officiellement, alors je vous le dis de manière critique. Voilà, j'insiste là-dessus parce que, selon moi, c'est surtout pour les juges, les flics, les députés européens, enfin les structures de pouvoir qui sont prises en otage. Alors je rappelle que l'islam, à la différence de la mafia italienne, il n'a pas besoin de kidnapper réellement vos enfants pour vous menacer. La mafia italienne a dit file-moi 500 000 euros, sinon je te rends pas tes enfants. Et au préalable, elle les a kidnappés. Sinon, c'est un mafieux italien vient vous voir en disant on va tuer tes enfants si tu ne nous files pas 100 000 euros, mais vous laisse vos enfants. Il n'en a jamais approché. Vous allez dire c'est un peu facile, hein. Sauf que si l'islam vient vous le dire, c'est comme s'il les avait kidnappés avant. L'islam se contentera de vous dire petite caution, en quelque sorte, comme quand on paye une caution pour une location de voiture, ils se contentera de vous donner l'adresse où ils jouent au tennis, où ils jouent au foot, de vos enfants, de leur club de foot, de tennis, et à moins de les retirer de leur club et de déménager, vous n'avez pas tellement d'autres solutions qu'obéir. Et l'islam, donc, a des facilités que n'a pas les mafias habituelles. Vous savez que vous ne pouvez pas porter plainte. Donc, il a des grosses facilités. On ne voit pas pourquoi il s'en servirait pas. Voilà. Et donc, en l'occurrence, il s'en sert. Il s'en sert, et j'insiste là-dessus. Et ça explique cette folie inexplicable des discours islamo-gauchistes qui apparaissent comme de l'extérieur. On se dit, mais il se tire une balle dans le pied, là. Il se tire une balle dans le pied.
Voilà. Donc on se demande pourquoi les gens se tireraient des balles dans le pied, sachant qu'ils ont des gros salaires de députés, sachant que voilà. Donc je voulais faire, j'espère que j'ai été clair, c'est long. On a des précédents, on a les enregistrements, par exemple Azakian, on a suivi tout le processus du fait qu'il brûle le Coran jusqu'à la recherche par les réseaux islamiques, ça a été publié, ça fait beaucoup de vues par Apostat Kafir qui a publié les enregistrements des islamistes qui l'ont retrouvé, mais il a aussi publié avant ça les enregistrements de leurs réunions où ils le cherchaient, où ils s'organisaient pour le retrouver et où il faisait des échanges de ruses pour arriver à le retrouver. Puis finalement, il l'a retrouvé, finalement il s'est converti à l'islam, etc. Voilà, donc on a beaucoup de précédents, on devine, parce que c'est exactement les mêmes... voilà, il y a des détails qui montrent que c'est le même processus, on devine que c'est pareil pour les numéros de parti, enfin bref, tous les gens qui annoncent leur conversion de manière surprenante à l'islam. Eh bien, la conversion à un islamo-gauchisme prolique et outrancier suit très probablement le même chemin, c'est simplement que l'islam est estimé plus astucieux de demander à Garrido, à Corbière, à Deschamps, à Panot, à Ercilia Soudé, etc., d'être islamo-gauchiste plutôt que d'annoncer une conversion à l'islam. Voilà, la mafia islam a été astucieuse, elle s'est dit, si on demande à Ercilia Soudé d'annoncer sa conversion à l'islam, ce sera moins efficace pour nous. Voilà, donc je vais m'arrêter là. C'est que, en fait, ces jeunes gens qui font des rodéos urbains, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des jeunes gens qui, d'ailleurs c'est intéressant l'idée du Covid, qui s'ennuient, qui n'ont pas de distraction. Vous savez, c'est West Side Story, on se retrouve dans les bandes. Et 18 gendarmes et policiers blessés chaque jour. Ce qui est intéressant dans le chiffre qu'il donne là sur les refus d'obtempérer, c'est de se poser la question de savoir pourquoi. Et en réalité, on a un peu de recul là-dessus. Aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de refus d'obtempérer, c'est aussi, parmi d'autres, le fait que les gens n'ont pas le permis. Les jeunes n'arrivent pas à se payer le permis. Le permis est trop cher. Donc, on roule parce qu'on en a besoin pour aller travailler, on a besoin pour vivre, mais on n'a pas le permis. Ce qui fait que quand on est contrôlé, on essaie de se carapater. Idem pour l'assurance. Il y a de plus en plus de gens qui roulent sans assurance. Donc, ça génère des refus d'obtempérer. Donc, déjà, si l'accession au permis était gratuit ou vraiment pas cher pour les jeunes, si c'était pris en charge au niveau, par exemple, des lycées, pour que tout le monde à 18 ans déjà ait un permis, si l'assurance était moins chère, déjà, on éliminerait une grande partie des refus d'obtempérer. Tu dis on n'a pas tous les moyens de se payer le permis. Il y a des voitures sans permis. Est-ce que c'est pas la solution aussi de faire des voitures, tu vois Eh bien, je n'ai pas réfléchi à cette question, Guillaume. Je pense que les voitures sans permis sont des voitures qui sont vraiment limitées. Peut-être que, je sais pas si elles ont le droit de dépasser 50 cc. Donc ça peut peut-être marcher dans des pays, enfin dans des endroits du pays où c'est très dense, très concentré. Intuitivement comme ça, je me dis que c'est peut-être pas la solution parce que à l'échelle du pays, on a besoin quand même de voitures qui vont quand même plus vite que 40 km/h.